Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Adrien Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le gaz, l'électricité, c'est au cœur des préoccupations des Français du moment. Hier soir, la Première ministre était l'invitée de nos confrères de Quotidien sur TMC. Elle a eu cette phrase: il y aura certainement des hausses du prix de l'électricité et du gaz début 2023. De quelle hausse parle-t-on? À quelles augmentations faut-il s'attendre? Alors, il est vraiment trop tôt pour le dire. En fait, le prix de l'électricité et du gaz, il se forme d'abord sur des marchés de gros à l'échelle européenne. Et là, ce qu'on constate, c'est que ces prix ont été énormément augmentés. Ils ont été quasiment multipliés par 10. Au pic, il y a quelques jours, ils sont un peu redescendus. Mais en gros, l'électricité, qui normalement est entre 50 et 80 euros du mégawattheure, a atteint 1100 et maintenant revenu à 700. De 80 à 1000, qu'on rende 1100. compte des proportions. Et maintenant à 700, donc on est quand même toujours dans une multiplication par 10. Et le gaz, qui était autour de 30 avant la crise, est autour de 300. Il est redescendu à 200. Donc ça, c'est les prix de gros sur les marchés. Mais quand vous dites, pardon, juste pour bien comprendre, il est trop tôt, ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir les prix. On est impuissant face à l'évolution de ces prix. On les subit. Alors, si je dis il est trop tôt, c'est que, vous voyez, quand le prix de l'électricité passe de 80 à 1100 puis redescend à 700. On est encore au tout début septembre. 2023, c'est dans 4 mois. On a une telle volatilité que c'est difficile de dire si ça va se stabiliser plutôt autour de 1000. Évidemment, on n'espère pas. Plutôt autour de 700, plutôt autour de 500. À quel niveau ça va se stabiliser? Et puis après, entre le prix de gros et le prix que vous payez, que nous payons tous dans nos factures, il y a des mécanismes de protection en France, à la fois avec l'électricité nucléaire, avec les tarifs réglementés, et ensuite le choix que peut faire le politique, gouvernement et parlement, d'aider au-delà de la fixation normale des tarifs. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire Exactement. ces derniers mois, dont vous avez la charge de la mise en œuvre Tout au niveau à de fait. la Commission de la régulation de l'énergie. Donc le bouclier est décidé par le politique, gouvernement, parlement, c'est normal, c'est l'utilisation de nos impôts, c'est le budget de l'État, c'est l'argent public. Et ensuite, la Commission de régulation de l'énergie, que je préside, le met en place et vérifie que tous les fournisseurs l'appliquent. Mais on est bien d'accord que pour le moment, ce bouclier, il est prévu jusqu'à la fin de l'année. Donc début 2023, c'est une page blanche à écrire. Exactement. Le bouclier actuel, qui a plafonné les tarifs de l'électricité à plus 4% en février dernier et qui a plafonné les tarifs du gaz, s'arrête au 1er janvier 2023. Vous savez, le budget, c'est l'année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre. Et c'est dans les travaux de l'automne que gouvernement et parlement vont décider ce qui se passe en 2023. Et ce bouclier est très, très protecteur, plus qu'ailleurs. Pour le gaz, nous, on fait les calculs tous les mois. Tous les mois, la Commission de régulation de l'énergie calcule ce que ça aurait été sans bouclier. Et notre dernier calcul, c'est plus 105%. S'il n'y avait pas eu de bouclier, les mesures du gouvernement, par rapport à octobre dernier. 5%. Pour l'électricité, on fait les calculs tous les 6 mois. Et donc voilà, nous, on est en train de recommencer à faire des simulations, mais c'est un peu tôt pour l'instant pour donner des chiffres. Alors revenons sur le gaz. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal. Le russe Gazprom a annoncé suspendre complètement ses livraisons à Engie. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs? Heureusement, pas grand-chose. Parce que le gaz russe, c'était 17% de nos approvisionnements avant la crise, c'est maintenant 9%, et on continue à diversifier. Donc on achète du gaz à d'autres pays, la Norvège, l'Algérie, on en a beaucoup parlé avec le voyage du président de la République. On achète aussi du gaz naturel liquéfié, donc qui arrive par bateau et qui arrive ensuite dans des terminaux qui le remettent sous forme de gaz. Et celui-là, on l'achète un peu partout. Mais ça fait des on a semaines 4 terminaux, ils tournent bien, on a des stockages qui vont être remplis à 100% d'ici peu. Donc avec tout ça, on n'est pas trop inquiet sur la capacité à avoir du gaz. Sur le gaz russe, ça fait des semaines qu'on entend le gouvernement dire « Attention, les Russes pourraient nous couper le gaz ». Finalement, vous nous dites « On n'a pas besoin du gaz russe ». En fait, ce que je vous dis, c'est qu'en termes d'approvisionnement, de volume, on est plutôt confiant sur la possibilité de passer l'hiver en France sans gaz russe. Alors les stocks, vous en parliez. Juste pour bien répondre à votre question, il y a l'effet volume et puis il y a l'effet prix. Moins il y a de gaz en France, mais surtout à l'échelle de l'Europe, plus ça fait monter les prix. Donc c'est plus sur les prix en fait qu'on va avoir une répercussion que sur les approvisionnements, sur les volumes. Donc vous dites on aura du gaz, mais il coûtera cher. Voilà. Vous parliez des stocks à l'instant. On a entendu que l'objectif c'était de remplir nos réserves à 100%. Aujourd'hui, on en est à combien? Alors le dernier chiffre que j'ai, c'est 91% de remplissage. Après, ça change quasiment tous les jours. Donc si ça se trouve, c'est 91,5. Mais enfin, en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Et donc on sait qu'on atteindra plus de 95% et probablement les 100% rapidement. À quelle échéance?
Fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, en tout cas avant le 1er novembre, qui était la date que nous nous étions fixés collectivement. Mais avec ça, on fait quoi ça? Avec ça, on peut tenir combien de temps? Ce gaz, il permet de faire fonctionner la France pendant combien de semaines ou de mois? Alors, ce stock, c'est 25% de notre consommation, un quart de notre consommation. Mais on va continuer à faire passer du gaz dans les tuyaux, à la fois dans les gazoducs et dans les terminaux méthaniers. Donc on va continuer à avoir un approvisionnement en continu en gaz. Donc ce stock, c'est une sécurité. Mais le stock, qui évidemment va baisser au cours de l'hiver, puisqu'on va l'utiliser, plus nos approvisionnements, ça doit nous permettre de passer un hiver normal, en conditions normales. Mais la Première ministre, hier soir, dit de manière assez affirmative, on ne va pas couper le gaz chez les ménages français. Vous nous dites qu'il y aura des approvisionnements, donc on a plutôt envie d'être rassuré. Mais si l'hiver est froid, et si on n'a effectivement pas de gaz russe, est-ce qu'on peut réellement garantir qu'on aura en permanence tout le gaz dont on a besoin? Alors, pour le gaz, dans le cas où on en manquerait un peu, ça ne concernera pas les ménages. On ne coupe pas les tuyaux de gaz pour remettre du gaz. En plus, le gaz, c'est un produit qu'il faut manipuler avec précaution. Donc, l'approvisionnement des ménages en gaz sera assuré. La variable d'ajustement, ce sera les industriels, les entreprises, qui, elles, sont en capacité, si vraiment on ne sait pas faire autrement, d'arrêter une capacité de production à un moment, quelques jours, s'il n'y a pas assez d'approvisionnement en gaz. Ce n'est pas notre objectif, puisqu'on a aussi besoin que notre industrie tourne. Mais si restriction il y a, ça sera côté entreprise et en aucun cas côté particulier. Est-ce que c'est la même chose pour l'électricité? Parce que pour le coup, on a entendu la Première ministre dire « Attention, chacun doit faire des efforts, des gestes ». Il y a les entreprises qui doivent proposer des plans de sobriété, mais pour les ménages, on n'exclut pas qu'il puisse y avoir des coupures d'électricité. Alors pour l'électricité, c'est un peu différent parce que là, on est tous solidaires et tous interdépendants. Pour l'électricité, on a une capacité de production en France, sur le territoire français, un peu plus basse que d'habitude, parce qu'on a plus de réacteurs à l'arrêt, réacteurs d'EDF nucléaire, pour des raisons de maintenance ou pour des raisons d'un problème spécifique qui a été identifié récemment, qui s'appelle la corrosion sous contrainte. L'hydroélectricité va produire un petit peu moins que d'habitude à cause de la sécheresse de cet été. Et les capacités de production de renouvelables montent lentement en puissance. Donc sur l'électricité, on va plus dépendre d'importations au jour le jour, à l'heure d'une certaine manière. Et là, on a vraiment besoin de cette sobriété. Sobriété des entreprises qui doivent être capables de réduire, et même sobriété des particuliers, sobriété ou simplement lissage de consommation. Parce que quand on ne consomme pas de façon collective maximale tous à 18 heures, ça va déjà beaucoup mieux. Donc tout ce qu'on peut faire pour décaler les chauffe-eau, la programmation du chauffage, la programmation de la recharge des voitures électriques quand il y en a, et même sur des choses plus petites du type faire tourner les machines, tout ceci va aider à passer cette pointe électrique. Sur les entreprises, qui va dire et comment ça va se passer j'arrête l'usine de textile de 10h à midi, j'arrête le boulanger de 14h à 16h, quel sera le process? Alors, en électricité, on est tous interdépendants, donc on ne ciblera pas, on arrête d'alimenter en électricité un tel ou un tel. En électricité, quand on ne produit pas assez, on importe. Et donc la question, c'est d'être capable d'importer des pays voisins quand il fait froid partout. On le même problème. Oui, mais la production est quand même répartie sur toute l'Europe. Il peut y avoir du vent à un endroit et pas à un autre. Donc l'adaptation offre-demande, elle se fait à l'échelle européenne. Elle se fait avec ce qu'on appelle nos interconnexions qui nous permettent de faire passer de l'électricité dans un sens ou dans l'autre. Donc en fait, s'il fait froid partout, il y aura d'électricité nulle part, ni chez nous, ni chez les voisins en fait. Il y a une configuration qui est la plus inquiétante, dans laquelle il fait vraiment très froid partout, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de vent, dans laquelle on a encore quelques difficultés sur des moyens de production. Et du coup, là, c'est plus difficile d'avoir de l'électricité partout. Mais comme ça se mutualise à l'échelle européenne, on peut aussi penser que des difficultés à un endroit seront compensées par un fonctionnement qui va mieux ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que on doit être capable d'atteindre cette baisse de la consommation, notamment en électricité, de moins 10% relativement vite, avec des gestes qui sont du pilotage de lumière et de chauffage dans les bureaux, par exemple, chauffer un peu moins, faire attention à arrêter de chauffer quand on n'en a pas besoin, éteindre plutôt. Toutes ces choses-là, qui ne sont pas que chez les particuliers, mais dans le tertiaire, dans les bureaux, c'est important, et dans les entreprises, on doit être capable d'y arriver. Et ça aura aussi, peut-être juste un impact sur les prix. Parce que
Si les prix de l'électricité flambent, c'est parce que les marchés sont un peu catastrophistes en ce moment et anticipent les scénarios du pire. Donc au scénario du pire, comme il y a moins de production, ça coûte plus cher. Si les scénarios du pire ne se produisent pas, les prix moyens vont baisser et ça sera mieux pour la facture. Si on consomme moins, en effet, ça redétendra un petit peu tout le monde. Exactement. Vous parliez à l'instant du nucléaire. Il y a les difficultés qui sont liées, on vient de les évoquer, à la situation en Ukraine, à la politique russe. Et puis il y a le nombre de réacteurs nucléaires arrêtés, vous le soulignez, il y en a 32 sur 56. Ça a suscité un commentaire assez vif du patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Il s'est exprimé devant le MEDEF lundi. Je propose qu'on l'écoute et vous nous éclairez derrière. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées. Et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Ça fait froid dans le dos. On manque de bras aujourd'hui en France pour entretenir le parc nucléaire, Emmanuelle Wargon? Pour moi, c'est vraiment la responsabilité de l'exploitant, donc la responsabilité d'EDF, d'avoir les ressources nécessaires, y compris les bras, les personnes, pour entretenir les centrales. Pour moi, ce n'est pas tout à fait le même débat que de savoir si on va en construire d'autres et comment et quand que le débat sur l'entretien. Après, ce que dit Jean-Bernard Lévy, c'est que comme on n'était pas au clair sur la vision du projet nucléaire, ça rendait peut-être le secteur moins attractif. Là, de toute façon, maintenant, les choses ont été clarifiées. On sait qu'on veut renouveler notre parc nucléaire, construire plus de réacteurs nucléaires. Mais notre sujet aujourd'hui, il n'est pas les bras dans la construction du nouveau parc. Il est dans l'entretien des centrales existantes. Et là, il y a vraiment un très gros effort à faire, collectif, pour que cet entretien se passe le mieux possible, le plus vite possible, et que ces 32 réacteurs, ils reviennent en production le plus vite possible. Là, on est à un niveau bas historique, puisque l'hypothèse, c'est 280 à 300 TWh. D'habitude, on était au-dessus de 430, donc on est vraiment très bas. Ce sera plus en 2023, normalement. Et c'est un enjeu très important pour le pays, pour la souveraineté du pays, que ces centrales puissent être de nouveau en production. Est-ce qu'on sait dire quand les réacteurs redémarreront? La semaine dernière encore, EDF a dit que le redémarrage prévu pour 4 réacteurs était encore repoussé. Alors, c'est EDF. C'est vraiment leur responsabilité. Donc, c'est EDF qui communique, et tout ça est très encadré, sur à quel moment, quel réacteur revient sur la grille de production. Donc, EDF a communiqué il y a quelques jours pour dire on aura quelques décalages, mais on maintient notre objectif de production en 2022 et en 2023, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre et j'espère vraiment que ça tiendra. Vous dites peut-être aussi que c'est lié au fait qu'on n'était pas tout à fait au clair en 2018. Et Emmanuel Macron lui-même, d'ailleurs c'est un engagement de campagne, avait prévu de réduire la part du nucléaire. Il avait eu ce message sur Twitter qui correspondait à son programme. Sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera l'été 2020, ça paraît être la préhistoire maintenant, avec l'arrêt définitif de 2 réacteurs à Fessenheim, donc, et il annonçait la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Vous étiez au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la transition écologique quand la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie a été votée. Est-ce que vous vous dites, on a fait des erreurs, j'ai fait des erreurs à l'époque en faisant ces choix? Ce que je me dis, c'est que le monde a vraiment changé, et il a changé vite. À l'époque, on vivait avec des scénarios dans lesquels on pensait qu'on aurait besoin de moins d'électricité, de moins d'énergie et de moins d'électricité. En fait, compte tenu de l'accélération du réchauffement climatique et de la prise de conscience aussi, on sait que pour émettre moins de CO2, donc pour lutter contre le dérèglement climatique, en fait, on a besoin de plus d'électricité, de moins d'énergie en tout et de plus d'énergie, de plus d'électricité à l'intérieur de notre mix énergétique et en valeur absolue plus d'électricité. Plus d'électricité décarbonée, ça veut dire plus de renouvelables, ça veut dire plus de nucléaire et plus d'hydroélectricité qui fait partie des renouvelables. Et donc c'est vrai qu'on a évolué dans la vision à long terme et du coup les textes législatifs vont probablement être modifiés en ce sens. On a aussi besoin de renouvelables. Il y aura une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Exactement. Et là, on vient d'adopter des
des cahiers des charges adaptés sur les renouvelables. On a 6 gigawatts. C'est la Commission de régulation de l'énergie, c'est pas EDF. C'est la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie, sur proposition du gouvernement, vient d'adopter des nouveaux cahiers des charges pour les renouvelables qui vont permettre de faire sortir de terre plus vite les projets qui sont actuellement autorisés, mais pour lesquels le modèle économique aussi a changé. C'est 6 gigawatts de puissance d'ici à 2024. Alors, ça ne règle pas la crise pendant 2 mois, mais ça sera probablement là pour l'hiver prochain. Et donc, ça aussi, c'est très concret. Et il y a effectivement un texte aussi qui est en préparation par la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sur l'implantation de projets de renouvelables. Pour comprendre la logique, ça veut dire que, par exemple, pour implanter plus d'éoliennes, on va se dire, s'il faut sacrifier les grenouilles qui sont installées à cet endroit-là, tant pis, en fait, ce sera plus d'énergie et peut-être un peu moins de biodiversité. Et c'est pas tant pis pour les grenouilles, c'est peut-être que la procédure qui permet de regarder si c'est possible ou pas, compte tenu de la faune, de la flore, de la biodiversité, il vaut mieux essayer de la boucler en 12 mois qu'en 3 ans. Donc c'est pas le résultat, c'est plutôt le fait qu'on empile des procédures et que c'est parfois extrêmement long, c'est plus long chez nous qu'ailleurs, et ailleurs aussi, y compris en Allemagne par exemple, ils s'intéressent à la biodiversité. Il y a une question également qui a émergé ces derniers mois, c'est la manière dont le prix est fixé. Alors c'est un peu technique, on va essayer d'être le plus simple possible. La présidente de la Commission européenne, en début de semaine, a dit qu'elle travaillait à une réforme structurelle de ce marché de l'électricité. Ça fait plusieurs mois que le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, dit qu'il faut bouger. Il avait dit on est forcé à un alignement des prix sur le prix du gaz. Pour dire les choses très simplement, parce qu'en fait, ça dépend de comment on produit l'énergie et de quelle est l'énergie qui est sollicitée. On ne va pas rentrer dans le détail du mécanisme, mais le fait que la Commission accepte enfin de bouger, qu'est-ce que ça va changer et à quelle échéance, de quoi on parle ? En fait, le marché européen de l'énergie, qui s'est ouvert dans les années 2000, il a globalement très bien fonctionné jusqu'à la crise. Et en période de crise, il n'est pas suffisamment protecteur des consommateurs. Donc on peut dire à la fois... Globalement, il a rendu service, il a permis le développement de moyens de production, il a aussi permis d'importer et d'exporter, parce qu'on est bien content d'exporter quand on en a trop de l'électricité, et surtout bien content d'importer quand on n'en a pas assez. Et cette année, on sera probablement importateur net. Maintenant, la manière dont les prix se forment aujourd'hui crée une espèce de spirale inflationniste quand on est en pénurie de gaz. Et donc, il faut qu'on arrive à casser ça, parce que sinon, les prix montent, et chaque augmentation des prix se crante et mène à l'augmentation d'après. Donc on a des solutions à court terme, très rapides, là pour cet hiver. Et après, il y a une question de savoir si on peut refondre la manière dont le marché fonctionne, qui est une question plus délicate. Mais on n'a pas encore la solution. Alors, sur la question à moyen-long terme, il y a plein de travaux engagés. La France a commencé à faire des propositions. On est, je crois, tous d'accord pour dire qu'il faut trouver une évolution. À court terme, on a des solutions claires. Notamment, on a un prix maximal de l'électricité qui n'est pas fixe, mais qui se décale à chaque fois que les prix montent. Et donc, il y a un espèce d'effet cliquet. Le prix maximal était à 3 000 €. Il a été atteint 1 heure en France en avril. Du coup, il est passé à 4 000. Il a été atteint une journée dans les pays baltes cet été. Donc, il est susceptible de passer à 5 000. Et à chaque fois, ça fait remonter le tout. Donc ça, c'est un mécanisme qu'il faut qu'on arrête, par exemple. Et la France l'a demandé de changer ce mécanisme qui fixe le prix maximal. On pourrait aussi fixer un prix maximal européen du gaz pour ne pas être dépendant de la manière dont la Russie joue avec les prix. Donc là, c'est des solutions de court terme qui pourraient nous aider à faire redescendre la spéculation et les prix. Les prix, vous l'avez vécu quand vous étiez au gouvernement, c'est un sujet très sensible pour les consommateurs. Les gilets jaunes, ça a démarré en partie sur une question de taxation sur les carburants. En début de semaine, la Première ministre disait la décroissance, par exemple, ce n'est pas la solution, précisément parce que ça braquerait nos concitoyens et nous empêcherait d'avancer. Quand on dit braquer nos concitoyens, on ne veut pas faire la décroissance parce qu'on a peur de provoquer des gilets jaunes bis. En fait, là, c'est vraiment une question qui est beaucoup plus large que la seule question de la régulation de l'énergie. Mais je pense que ce que nous devons faire, c'est continuer à trouver les moyens d'une croissance économique. Croissance économique égale plus d'emplois, plus de richesses, une meilleure répartition des richesses, qui soit elle-même plus sobre en ressources. Ce qu'on appelle le découplage. C'est-à-dire dire que pour produire tant, au début, on avait besoin peut-être de 100 d'énergie et pour produire la même chose, il faut qu'on arrive à produire avec 70 d'énergie ou 50 d'énergie. Donc, baisser la quantité d'énergie qui nous permet de nous développer. C'est vrai pour l'énergie, en fait, c'est vrai pour l'eau aussi. Enfin, c'est vrai pour toutes les ressources qui sont rares.
Et moi, il me semble avec moins, quoi. C'est faire autant ou faire plus, mais avec moins, en étant beaucoup plus sobre dans notre consommation d'énergie. Il y a une question qui s'est posée, c'est aussi qui contribue aux efforts. Un ancien collègue du gouvernement qui est encore en place, Clément Beaune, qui est au transport, a dit qu'il était prêt, lui, à réguler, par exemple, les jets privés. Bon, on ne va pas là régler la question des jets privés aujourd'hui, mais ça pose une question sur qui contribue. Est-ce que quand on pollue plus, on doit davantage contribuer? Est-ce que quand on est plus riche, on doit davantage contribuer? Et comment on embarque l'ensemble de la société? Quel regard vous portez là-dessus? Moi, j'ai toujours été favorable, mais c'est plutôt à titre personnel, au mécanisme de redistribution pour différencier entre ceux qui ont les moyens et ceux qui ont moins les moyens. Pour ne pas pénaliser ceux qui sont en difficulté, pour ne pas mettre les gens devant ce qu'on appelle des injonctions contradictoires, c'est-à-dire vous devez changer vos comportements, vos pratiques, mais en fait, ça n'est pas possible. Parce qu'on n'a pas les moyens de changer, on n'a pas les moyens d'acheter une voiture plus propre, on n'a pas forcément les moyens de faire les travaux chez soi. Donc pour moi, pour que cette transition puisse être juste, mais à la limite c'est plutôt la citoyenne qui parle que la présidente de la Commission de régulation de l'énergie, il faut trouver une manière d'aider plus ceux qui en ont le plus besoin. Mais est-ce que l'exemplarité, dernier mot et on conclura là-dessus, est-ce que l'exemplarité de votre point de vue est importante en la matière? Est-ce que dire ceux qui peuvent plus ou ceux qui ont plus contribuent plus? D'abord, la transparence est importante pour que tout le monde comprenne comment tout ça fonctionne. C'est vrai qu'on en parlait il y a 30 secondes, les marchés de l'énergie, c'est quand même très technique. Donc, il faut que chacun comprenne ce qui se passe. Et après, pour moi, tout ce qui va dans le sens de la justice est positif. Merci beaucoup, Merci Emmanuelle Vargon, d'avoir accepté notre invitation.